bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe réuni par le rugby. On aime ça, on aime le rugby et franchement le top 14 cette semaine, on a plein de choses à se dire. Alors donc je suis là aujourd'hui avec Alban Borel des Pink Rockets. Salut Alban. Salut Thierry, salut la bande, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup d'actu sur notre top 14 qui a enfin repris. Et voilà, et on est aussi avec nous, notre deuxième ligne, anciennement de Racing 92, donc je pense qu'il va parler de ça aussi aujourd'hui, n'est-ce pas Théo? Oui, bien sûr. Salut à tous les deux, ravi absolument, et de vous retrouver, et surtout d'avoir dégusté tout ce buffet de top 14 et de rugby. C'est vrai qu'on avait la dalle, voilà. Ouais. Franchement, c'est marrant, tu utilises le mot bouffer parce que c'est vraiment ça en ce moment où il y a le top 14, mais aussi il y a les playoffs des NBA, il y a la NFL qui démarre ce week-end. Franchement, c'est comme je suis allé dans un buffet chinois et j'ai un peu trop mangé ce week-end de sport quand même. Je suis content, mais waouh. Pas que ça dure trop, et quoi. C'est vrai qu'en plus, ouais, puis on sortait quand même d'une phase où on était très très frustrés. Alors c'est vrai que les matchs sans public sont un petit peu particuliers. C'est une expérience un peu différente, mais on s'y fait à peu près, on fait abstraction. En tout cas pour le rugby ça marche. J'ai vu un peu de foot sans public, là je trouve que ça marche quand même moins bien, mais avec le top 14 honnêtement ça fonctionne. Ce que j'entends, en fait, tu entends bien les plaquages quand même. C'est du beefsteak contre beefsteak. Tu entends bien le spaf et à gauche, droite, glisse. C'est assez marrant quand même. Et tu suis un peu la NBA là, Ticket, toi? Bah écoute, oui, comme beaucoup d'Américains. En fait, là, c'est des playoffs. Et oui, je trouve que les NBA, ils ont bien fait avec le bubble où ils ont invité tous les joueurs et donc ils restent ensemble pendant cette période. Écoute, c'est super intéressant. Il y a LeBron James qui est maintenant avec les Lakers, qui la ramène en demi-finale. Il y a une jeune équipe de Celtics. Il y a le Miami Heat ils ont pas de grands stars, mais ils ont battu le Greek Freak Giannis et tout. Et on sait pas qui va la dernière équipe. Peut-être c'est les Clippers de LA. Ça peut être LA contre LA dans un demi-finale. Bon, il y a plein de choses. Franchement, c'est super intéressant. C'est NBA. Ouais, ça va être, à mon avis, il va y avoir des saisons intéressantes un peu dans tous les sports et le rugby en fait partie pour le coup. Oui, donc en fait, si vous êtes fan de la NBA et si vous êtes fan de podcast, en fait, j'ai un petit conseil à vous donner. C'est un podcast sur les NBA, sur une équipe en particulier. C'est les chroniques de Motor City. Donc, c'est les histoires de Detroit Pistons. Oh, Pistons. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que pour la petite histoire, j'ai grandi aux États-Unis quand j'avais entre 8 et 12 ans. Donc, ça m'évoque des vagues souvenirs. Mais je rêve, on apprend ça en direct à l'antenne, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je rêve. Mais tu m'entends pas parler avec mon super accent américain, c'est pour ça. Mais t'étais fan des Pistons à l'époque ou c'était loin? Plus fan des Pistons que des Lions, tu vois. Ouais. Et on était très hockey dans la famille aussi, donc j'allais souvent voir les Red Wings jouer. Ah, chouette. Mon frère faisait du hockey, donc on allait souvent au match de hockey plutôt. Bah écoute, peut-être on va faire un podcast sport Détroit. Alors moi j'ai écouté ça dans la voiture avec mon fiston pendant les vacances et franchement on a adoré et c'est vraiment bien recherché, c'est super. Donc ça s'appelle les chroniques de Motor City. Donc à rechercher sur les endroits où vous trouvez notre podcast aussi, donc Spotify, iTunes et toutes ces bonnes choses. Et pour nos auditeurs, rassure-nous, c'est en français quand même. Oui, c'est bien en français, t'inquiète. Ah, c'est une bonne question, je l'ai dit. Oui, donc en fait, il y a un autre truc super ce week-end, ça s'appelle le Water Rugby. En fait, c'est des joueurs qui jouent aux touches sur une espèce de, comment dire ça, pas un bateau, mais... Une espèce de barge, mais avec de l'herbe synthétique dessus. Et l'avantage, c'est que quand tu plonges pour marquer, tu te fais jamais mal. Alors que parfois, quand on plonge pour marquer, on peut quand même vraiment se faire mal. Ça a l'air génial. Donc ça a l'air super sympa. Il y avait plein de legends là, et aussi il y avait nos amis de Serge Betsen Academy qui étaient là. Ils ont pas mal de nouveautés aussi, Serge Betsen Academy. On voulait juste mettre un petit mot. Ils ont maintenant un nouveau site à Mali, donc ils ont plusieurs sites à Cameroun, mais ils ouvrent aussi un site à Mali. Ils vendent aussi des sacs et des portefeuilles qui sont faits à partir des ballons qui sont utilisés en fait, et ça s'appelle Recycling Rugby, et je trouve ça chouette. Donc vous pouvez aller sur leur site pour les suivre. Les objets sont très sympas. Ouais, franchement, c'est vraiment chouette. Donc moi, j'ai pensé, les gars, pour Water Rugby, peut-être on peut faire une équipe l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez? Une équipe pack de potes. Moi, je suis chaude. Hein. Faut juste nous trouver un sponsor. C'est ça. Bon, on va trouver.
Donc on y va pour le top 14. On a eu plein de matchs, mais en fait j'avais l'impression, Théo, qu'il y avait des nouveaux règles aussi. En fait, il y a des applications surtout un petit peu plus strictes de règles existantes. Il y en a une en particulier qui concerne quand le joueur est au sol, le fait qu'il lâche le ballon et qu'il ne reprenne pas un appui supplémentaire en rampant un peu, que ce soit près du terrain ou pour aller marquer. Et il y a eu beaucoup d'arbitrage de ces situations-là, donc ça prouve que c'était quelque chose qui était important à clarifier. Quand je suis au sol, je suis plus sur mes appuis, je suis mort, j'ai pas le temps de reprendre un autre appui pour refaire un petit mètre, quoi. Et ça, je pense que c'est bien que ce soit arbitré comme ça. C'est vraiment très bien pour favoriser le jeu de mouvement. Et puis l'autre axe de sévérité choisi par les arbitres, c'est vraiment dans le sens de la protection de la santé des joueurs. C'est toutes les charges à l'épaule ou les bras en avant directement sur la zone de la tête et du visage. Oui. Et on voit que ça, pour l'instant, les joueurs sont pas complètement habitués. C'est des trucs qu'on aurait peut-être tolérés un petit peu avant, qui sont en fait extrêmement violents et qui participaient beaucoup au risque des commotions dont on a beaucoup parlé. Donc il y a beaucoup de cartons rouges qui pleuvent. Hein. On a vu le match Stade Toulousain, Clermont Stade Toulousain avec 2 cartons rouges pour le Stade Toulousain sur des actions comme ça. Notamment Arnold, il prend le joueur un peu haut, il se baisse pas assez, il cogne directement sa tête, c'est rouge, alors que franchement il y a 1 an ou il y a 2 ans, jamais on aurait imaginé un carton rouge pour ça, et moi je trouve ça très très bien. Les joueurs vont devoir s'adapter, il faut qu'ils se baissent, s'ils sont pas dans la position de faire un plaquage hyper sécurisé, il plaque pas, avantage à l'attaquant, c'est très bien. Parfait, et c'est vrai qu'il y avait quand même un grand effet parce qu'on a vu des essais refusés, on a eu beaucoup de cartons rouges. Tout à fait. Mais on a aussi vu beaucoup d'essais. Donc moi je pense que j'aimerais bien attaquer un peu par des équipes qu'on a vues. Moi personnellement, je suis pas sûr pour vous, mais j'avais vu le premier match, le premier soir, donc c'était Montpellier contre Pau. Et en fait, au début, je me suis dit, tiens, Montpellier, peut-être on a dormi, on dit ça un peu en anglais, we're sleeping on this team, ça veut dire qu'en fait, on a un peu les oubliés, dans le sens qu'ils ont plein de grands joueurs, ils ont un nouveau Rataz, ils ont Guirado, William C, ils ont plein de joueurs qui sont super bons. Pollard, champion du monde. Oui, Pollard aussi, et avec un autre Sudaf aussi en 9 qui était même pas titulaire. Et je disais, waouh, c'est le premier mi-temps superbe. Et d'un coup, il y a une équipe de Pau, ils ont des bérets, je trouve ça super beau, leur béret noir là. Et baf, ils reviennent dans le match et la deuxième mi-temps, c'est eux qui prennent la victoire. Ouais, ils ont été la chercher, comme on dit, c'est vraiment une victoire à l'ancienne. À la fin, ils font domination en mêlée, en particulier pendant toute la fin de match, qui finit par un essai de pénalité entre les poteaux quasiment à la sirène. Donc c'était un chemin de croix cette fin de match pour Montpellier. Effectivement, avec les compositions et les forces en présence, en théorie, Montpellier devait l'emporter. Mais Pau s'est juste pas laissé faire et a fait notamment un comeback en deuxième mi-temps en étant sur un jeu très simple d'engagement, de force sur mêlée, etc. Des Montpelliérains à côté de leur pompe et on le voit d'ailleurs puisqu'ils ont à nouveau perdu ce week-end. Voilà, exactement. Si on continue dans cette histoire d'équipe, Pau, alors 2 semaines après, contre Agen, qui quand même était pas mal, il était vraiment dans le match contre Castres la semaine d'avant, il gagne toujours 33-23 contre Agen. Et par contre, Montpellier contre Racing, Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match ? Franchement, il y a le match en lui-même, et puis il y a un joueur dans ce match qui surnage et qui est vraiment en pleine possession de ses moyens, c'est Finn Russell. Je trouve que le Racing a une équipe qui est quand même stable dans le temps maintenant. Ils n'ont pas fait un recrutement impressionnant à part Kurt Lebill. Ils ont perdu quelques joueurs, mais ils ont un groupe qui est très soudé, qui commence à être, à mon avis, à bien se connaître. Peut-être que ce sera leur année. Et en tout cas, ce qu'ils montrent sur ce match-là, c'est quand même extrêmement convaincant, notamment avec Finn Russell à la baguette, qui est un magicien. C'est-à-dire que là, il fait un match. C'est vraiment incroyable. Il fait un match absolument étincelant. Les 2 essais qu'il fait marquer sur des passes au pied sont incroyables et il a dans les 2 cas des coéquipiers qui complètent la partition avec talent, mais il donne un rythme, une capacité d'avancer à son équipe et une précision et une justesse des choix qui est juste magique. Quand on est numéro 10, il faut regarder ce match. Si vous l'avez pas vu et que vous jouez numéro 10, regardez ce match. Regardez comment jouait Finn Russell et vraiment essayer de faire comme lui. Parce que c'est de l'alternance, c'est de la précision, c'est du jeu juste. Passe après contact, quand la défense monte, je joue derrière dans le dos, ça tombe au millimètre là où ça doit tomber.
Et puis c'est vrai que quand c'est Vakatawa qui attrape le ballon, après c'est mieux aussi, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie démonstration de 10. Alors j'ai pas vu l'intégralité du match, mais uniquement les résumés. Du coup, on en a pris plein les yeux avec presque uniquement les actions de Finn Russell, et c'est vrai que c'était formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi juste techniquement, j'ai l'impression. Tout à fait. Et j'ai vu, pour revenir sur le match de Pau, les 2 matchs de Pau, puisque tu parlais de la section paloise, ils ont aussi un jeune joueur que je connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Antoine Astoy, qui joue à l'ouverture, qui est super bon. Et c'est un gamin qui a 22 ans, il a un coup de pompe de 50 mètres, il enquille quasiment du milieu du terrain les pénalités, il attaque la ligne, il est très bon. Ça veut dire qu'en France, pour les années qui viennent, dans la perspective de 2023, on va en reparler après, mais entre Romain Ntamak, le petit Jalibert à Bordeaux, cet Antoine Astoy, et on parle même pas de Carbonel à Toulon qui en ce moment est blessé, etc. On a une pléthore de 10 qu'on n'a jamais eu depuis 20 ans. Enfin, ouais. Qu'on n'a jamais eu tout court, peut-être même. C'est incroyable. Donc, pour revenir sur le Racing, c'est vrai que 41-17, on peut dire ils étaient un peu dans le match, mais finalement non, pas du tout, parce que Courtney Beale il avait reçu un carton rouge à cause d'un plaquage en haut. En fait, c'est là où ils ont marqué tous leurs points. Là aussi, plaquage haut. Même à 14, Racing plante un essai avec ses bonus quand même. Donc Racing a l'air en forme. Oui, je pense que et je pense aussi que Montpellier a vraiment la tête à l'envers. Sur ce match-là, ils perdent en plus André Pollard qui se fait probablement un ligament du genou, je sais pas lequel, et je connais pas la gravité de la blessure, mais il parlait de plusieurs mois d'indisponibilité. Donc ça fait 2 défaites, Pollard sur le flanc. Ça annonce compliqué. Très très compliqué comme début de saison pour Montpellier. Ouais, c'est assez triste là. Bon, si on finit sur Racing, parce qu'il y avait quand même leur premier match, c'était contre Lyon. Et franchement, c'était un bel match aussi, parce que bon, c'était 27-23 pour le Racing. Un autre match de Finn Russell, franchement, fantastique. Il plante un essai, je pense qu'il y a deux passes décisives. Par contre, Lyon, je trouvais en forme. Il y avait un très joli essai de Bastero sur un touche. C'était vraiment sympa. Donc, Bastero numéro 8. Hein. Oui, j'aime bien ça, moi. Oui, donc en fait, il n'y a que Racing et la section qui aujourd'hui sont à 2 victoires sur 2 matchs joués. Et on a à noter le Bordeaux et le Stade Français qui ont un petit match de retard suite au report du match de la semaine dernière. Oui, donc il y en aura une troisième parce que comme ces 2 équipes-là ont gagné leur premier match également, Bordeaux et le Stade Français, il y en aura forcément une des 2 qui sera à 2 matchs de victoire sur les 2 premières journées. En parlant de ça, Bordeaux contre Brive. Brive qui ont gagné largement, je trouve, leur premier match contre Bayonne, 42-23. Donc, ils sont contre Bordeaux. Et finalement, c'était un match où Bordeaux a montré quelque chose parce que c'était vraiment dans les dernières minutes où on pensait que Brive allait revenir. Et Bordeaux a montré qu'ils pouvaient finir un match en beauté et ils l'ont fait. Donc, 25-20 pour Bordeaux. Bravo. Avec un Mathieu Jalibert en pleine forme et qui montre aussi tout l'étalage de son talent. Franchement, bon, je vais pas dire qu'il a été aussi bon que Finn Russell, mais c'est du grand numéro 10, c'est-à-dire animateur, joueur, n'hésitant pas à jouer des pénalités à la main pour provoquer, offload, essai derrière. Franchement, c'est un jeune joueur lui aussi plein d'avenir. Et encore une fois, avec Romain Ntamak et compagnie, ils vont se tirer la bourre pour le bien de l'équipe de France dans les années qui viennent et c'est génial. On a parlé de Bayonne, qu'ils ont perdu leur premier match contre Brive, mais ils ont gagné leur deuxième match contre Clermont, 21-19, où Clermont en fait a montré l'opposé de Bordeaux, où en fait ils menaient, et finalement c'est Bayonne qui marque 2 fois dans les dernières minutes avec des jolis molles, des choses que nous on aime bien, Théo, des gros devant. Ouais, il y avait un petit côté Pro D2 là. Sauf pour l'affiche, mais c'est un match qui a pas un grand intérêt, sauf pour effectivement ceux qui aiment bien le rugby à l'ancienne et voir les mecs ferrailler dans les malls et dans les rocks. Des Clermontois maladroits au possible. Damien Penaud, il a ses jambes, hein, il a fait 1 ou 2 actions de classe, il bouffe une occasion pas possible en oubliant un partenaire à gauche, il doit y avoir essai. Donc ils sont empruntés. À 1 semaine de leur quart de finale de Coupe d'Europe contre le Racing, ils peuvent pas avoir la tête plus à l'envers parce que ils gagnent de très peu contre le Stade Toulousain à 15-13, ils perdent à Bayonne juste derrière. Je les trouve absolument pas sereins. Je trouve que c'est un Clermont comme on n'aime pas le voir, c'est-à-dire voilà, tout simplement pas dans son assiette.
Et pour revenir sur Bayonne, bon, c'est dommage que ce n'était qu'un jeu d'avant, mais je lisais que je crois que c'était leur ligne arrière était une ligne 100% composée de joueurs 100% formés au club, c'est-à-dire formés qui étaient entrés au club en tant que cadets, ce qui est assez exceptionnel, je pense, pour un club de top 14. Ah, ouais. Ah bah, c'est fantastique. Alors, pas Gaëtan Germain quand même, qui était à Brive avant. Ouais. Je crois qu'il y en avait 5 mais effectivement, t'as des mecs qui sont pas très connus, donc ils sortent du truc. Hein, effectivement, Luc, Muscardit, Pérez, Duo, bon, c'est des noms du. Ah, ça, c'est des noms du Pays Basque. Barthélemy, Rouet, effectivement, c'est sympa de se dire que un club formateur dans la durée arrive à amener une génération de jeunes en top 14, à battre Clermont, qui est un des cadors des 10 dernières années. Et moi, je vous signale que dans notre dernier épisode de podcast, j'avais dit que c'était un match à voir et que je mettais toujours une petite pièce sur Bayonne en fin d'été. Qu'ils n'étaient pas bons à prendre à Jean Daugé avec la Peña Bayona qui résonne. Bah, ce que tu es sûr, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait pas mal de personnes dans les stades parce qu'ils étaient aux anges, parce que c'était chez Bayonne et on a bien entendu des supporters après. Ils étaient vraiment très très contents. Donc Bayonne perdu la première mais gagné le deuxième contre Clermont. Clermont perdu le deuxième match mais gagné contre Toulouse. Donc ça, c'était quand même un match pour la première semaine. C'était le match de folie, le match de fou où Clermont menait largement. 2 cartons rouges pour Toulouse, mais Toulouse qui arrive à ils ont failli gagner. C'est hallucinant. Il faut voir ça, des highlights pour ça, juste pour voir Chelson Kobe. Il est vraiment fantastique. J'ai l'impression de voir Jamie Robertson ou Shane Williams. C'est vraiment un pur plaisir de voir ce monsieur jouer. Il a encore fait des folies contre le Stade Rochelet ce week-end en plus. Bah, il est inarrêtable. C'est-à-dire que quand il a un tout petit peu de champ, c'est quand même panique à bord en face, quoi. C'est infernal parce que les mecs sont quand même pas des débutants, mais t'as l'impression qu'ils jouent contre des enfants. C'est complètement dingue. Il a un combo appui, vitesse, vélocité qui est quasiment unique. Je trouve que effectivement il y a du Jason Robinson là-dedans. Je le trouve peut-être presque un peu plus rapide et un peu plus félin que Jason Robinson qui avait ce côté puissant quand même dans la course. Lui, t'as l'impression d'une anguille, quoi. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis sur ce premier match, on doit quand même parler de l'essai du Stade Toulousain qui est marqué par Antoine Dupont. Je ne sais pas si vous l'avez vu en direct, mais moi j'ai sauté de mon canapé. C'est quasiment, à mon avis, ce sera le plus bel essai de la saison. Et tu vois ça sur le premier match de la saison, ce qui est complètement hallucinant parce que c'est un moment où ils sont. Alors, est-ce qu'ils sont 13 ou 14, je ne sais plus, mais ils sont déjà en infériorité numérique. Et tu as Ramos sur un bon dégagement qui arrive en bord de touche et qui a l'intelligence dans vraiment un millième de seconde de se dire, bon, si je sors avec le ballon en touche, il y a touche pour eux, on est 1 ou 2 de moins, grosso modo c'est essai. Donc je la tente, je la fous entre mes jambes, on verra bien ce qui se passe derrière. Et puis si jamais il y a essai, il y aura essai aussi, voilà. Mais dans tous les cas, on n'est pas bien. Et puis on sait jamais, ça peut sourire. Et là, hop, clac clac, ça remonte. Ils font 100 mètres. Essai d'Antoine Dupont de l'autre côté qui fait 45 mètres tout seul en naviguant dans le dos des mecs, ils ne savent plus où aller, et il marque. Cet essai est phénoménal. Pour les highlights, celui-là, il est vraiment à voir aussi et à montrer dans les écoles, on va dire, d'audace, parce que fallait le faire quand même. Ouais. Ce petit sauvetage de ballon, bord de touche entre les jambes qui finit en essai 100 mètres plus loin, c'est quand même assez génial. Non mais du coup Théo, est-ce qu'il y a essai ou pas essai sur la tentative de Romain Ntamak? Moi j'aimerais avoir ton avis, ton œil d'expert là-dessus. Alors c'est vrai que c'est une action de fin de match qui est hyper frustrante et j'ai beaucoup aimé l'attitude de ce garçon qui sort en disant si l'arbitre l'a annulé c'est qu'il y est pas, il y a pas grand chose à dire et c'était très frustrant sur le coup pour eux parce que je trouve que ça aurait été un scénario tellement incroyable d'aller gagner à 13 contre 15 dans un contexte comme celui-là, mais je pense qu'il n'y a effectivement pas essai parce qu'il est quand même tenu, il est plaqué et il doit lâcher ce ballon. Donc il me semble, même si sur le coup ça paraît étrange parce que l'arbitre l'accorde d'abord puis finalement l'annule, etc., mais je crois qu'il est plaqué, il est tenu, il doit lâcher le ballon et c'est pour ça que l'essai n'est pas accordé. Ça me semble au final légitime. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais je voulais quand même avoir confirmation parce que t'as une parole aussi proche que celle de l'arbitre. Alors. Non mais moi qui étais une tête
une tête de pioche à l'époque, j'aurais vécu ça extrêmement mal et je n'aurais pas du tout eu l'élégance de Romain Ntamak de dire à la fin oui, non mais bon, c'est pas grave, c'est l'arbitre qui a raison, c'est super. Attends, Théo, donc tu as dit tête de pioche. Donc là, je vais l'ajouter à mon petit dictionnaire de français. Ah Hein. C'est l'instant Nico. C'est quoi une tête de pioche, Théo? Une tête de pioche, c'est un deuxième ligne, en gros. C'est un deuxième ligne, quoi. C'est une tête de bourrique. J'avais une question là-dessus. J'ai le sentiment que c'est les deuxièmes lignes qui prennent beaucoup de rouge, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait les calculs pour voir qui prend le plus de rouge? Est-ce que c'est pas les deuxièmes lignes? J'ai pas la stat. Mais ça serait pas étonnant. Non, alors. Parce que j'ai vu dans ce match Clermont-Toulouse, je pense que c'est un deuxième ligne non de Toulouse. Oui, Arnold, qui un prend des deux Arnold là, et puis l'autre, je me rappelle plus. Mais effectivement, c'est souvent des deuxièmes lignes. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs qui sont grands et dans des actions qui vont très vite, pour peu qu'avec l'élan, le joueur d'en face arrive assez bas, il faut, pour un mec de 2 mètres ou d'un 90, se baisser plus, et donc le risque de toucher à la tête, et c'est ça qui est visé et sanctionné, est plus élevé. Donc plus les joueurs vont être grands, plus ils ont quand même ce risque-là dans l'engagement et dans l'élan qui les embarque dans un plaquage puissant de toucher la tête. Et je pense que sur cette phase de jeu qui est vraiment extrêmement ciblée, et encore une fois je trouve ça super, c'est bien pour la sécurité des joueurs. Les plus grands sont pénalisés, donc les deuxièmes lignes. D'accord. Et pendant qu'on parle de deuxième ligne, est-ce qu'il y a une différence entre le numéro 4 et le numéro 5? Entre le 1 et le 3 au niveau de pilier, je comprends, il y a une différence. Entre le 6 et le 7 aussi. Mais est-ce qu'entre les 4 et les 5, est-ce qu'il y a une différence de façon de jouer? Je pense qu'il n'y en a aucune. souvent, je ne sais pas pourquoi, lorsque les deuxièmes lignes sont les premiers sauteurs et deuxièmes sauteurs, le premier sauteur était plutôt le numéro 4 et le numéro 5 le deuxième sauteur. Okay. Mais il n'y a pas de règle. D'accord. Merci pour les clarifications et des nouveaux mots de vocabulaire. La solution. Merci. Théo, alors donc on voit Toulouse qui monte quand même, parce que quand même il y avait peut-être ils ont gagné de confiance dans ce match pour finir avec 30 points à 13 joueurs. Ils ont bien gagné contre de La Rochelle 39-23, où on a vu encore Colby bien en jambes. J'avais vu le premier match de La Rochelle 29-15, ils ont gagné contre Toulon. C'était un match quand même un peu haché avec pas mal de pénalités, je pense près de 40 pénalités, mais bon, ils avaient l'air de La Rochelle d'avoir le match en main contre Toulon. Toulon, quand même, ils ont gagné contre les Loups ce week-end. Donc, Toulon, un match perdu, un match gagné. Lyon, quand même, 2 matchs perdus. Donc, c'est une équipe que nous, on aimait bien tout au début. Une autre équipe avec 2 matchs perdus, malheureusement, c'est Agen. Donc, oui, Agen, qu'ils ont perdu les 2 premiers matchs. J'avais regardé le premier match contre Castres. Je trouve dommage. Ils ont un jeune joueur, Gabriel Ibitoé, il me semble, qui est anglais, qui a marqué un doublé dans ce premier match. Et franchement, c'est quand même du beau rugby, là, avec Agen. Ouais, c'est toujours difficile pour des équipes comme ça de perdre les 2 matchs d'entrée. On sait que c'est des équipes en début de championnat qui sont un petit peu, on va dire, supposées regarder vers le bas et vers la Pro D2. Donc, perdre les 2 premiers matchs d'entrée sans démériter pour autant, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de s'en relever. Donc, il faut absolument qu'Agen gagne le prochain match la semaine prochaine, et malheureusement, enfin pas la semaine prochaine parce qu'il y a la Coupe d'Europe avant, mais ils vont à Clermont, donc ça va être compliqué aussi. Ouais. Donc ce match était gagné par Castres, ils ont joué Stade Français ce week-end, et Stade Français, bon, pour eux c'était leur premier match. Et comment c'était ce match, Alban? Eh ben écoute, c'est une première victoire pour le retour de Quesada, qui a je pense surpris un petit peu les adversaires après 6 mois sans compétition. Donc c'est bien, je l'entendais dire tout à l'heure que pour faire de la bonne cuisine, il fallait un bon chef, et je pense que c'est un bon chef, très personnellement. Et je pense que si Alban un jour se marie avec Gonzalo Quesada, on ne sera pas surpris. Non, je ne serai pas la prochaine Iturburu. et après, tu reprends le Canal Rugby Club. Oui, c'est ça. Non, moi je suis vraiment content pour le Stade Français, parce que c'est une équipe qui a quand même été très affectée par un début de saison, enfin une intersaison catastrophique, des mecs qui avaient le Covid dans tous les sens, le match annulé, etc. Donc pour eux, c'est une espèce de mini-résurrection qui leur remet d'un seul coup une bonne nouvelle et la tête à l'endroit, et puis ils vont pouvoir repartir à zéro.
La dernière fois qu'ils avaient gagné à Castres de façon inaugurale, c'était en 2015 quand ils ont été champions. Donc, je pense que ça leur donne des bonnes idées. Mais ils ne seront pas champions cette année, je vous rassure. Je te rappelle que tu avais Lyon en prétendant au titre. Hein. En plus, pour une fois que Charlie n'est pas là, le Stade français gagne à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que je suis toute seule. Ah oui. Seule contre toutes. Contre tous. Donc, voilà pour les matchs pour ces 2 semaines. Donc, vraiment, c'était un grand plaisir de retrouver le rugby. Et en fait, j'avais découvert quelque chose de nouveau. J'ai appris qu'avec Canal+, que je pouvais regarder sur mon tablette. Alors, et d'un coup, et aussi qu'il y avait un truc qui s'appelle le multiplex. Et dis donc, le canapé, le multiplex, c'est sieste quand même. C'est un peu plus dur de faire le sieste avec le multiplex parce que tu as 2 matchs en même temps. Et parfois, c'est un peu plus difficile de faire le sieste. Mais quand même, le multiplex, j'avais jamais vu. Nous, aux États-Unis, on connaît bien parce qu'il y a de red zone. Et donc, en fait, c'est à partir du moment que le ballon est sous les 20 yards, en fait, ça s'appelle de red zone. Et on avait bien ce truc-là. Mais c'est la première fois que j'ai tenté ça sur le rugby. Parfois un peu difficile parce que je trouve que le rugby, c'est un match où c'est beaucoup plus fluide que le foot américain, où c'est beaucoup plus haché. Donc, vous avez déjà tenté le rugby flex, vous? Alors, moi, oui, personnellement, parce que j'ai aussi Canal et ça m'arrivait de le regarder parfois avec mon père. Et je crois que tu as de la chance parce que cette année, il y a 2 matchs. Mais il me semble que l'année dernière, il pouvait y avoir 4 matchs sur le créneau du samedi après-midi de mémoire. Et ça faisait beaucoup. Ça fait un peu suivre. beaucoup. Les trucs sont un peu hachés. Et puis tu rentres moins dans un match avec son cheminement dramatique, quoi. C'est des successions de sketchs un peu. Et moi, je préfère regarder un match de bout en bout. Bon, sauf quand c'est vraiment emmerdant. Mais à ce moment-là, il vaut mieux regarder autre chose, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est la grosse différence avec le football américain pour le coup. Où c'est beaucoup moins haché et qu'on a besoin de voir le combat aussi avant un essai ou des choses comme ça. Donc c'est. Et je me posais la question si c'était un complot en fait fait par des arrières parce qu'en fait normalement sur le multiplex on voit que on va pas voir tous les travaux des packs devant. À chaque fois c'est je prends la main parce que là il y a les mecs ça chauffe. Et on voit pas les bonnes vieilles batailles dans les rugs avec les godasses qui volent, tu les vois pas au multiplex, hein, ça c'est clair. Bon, avant de passer à d'autres choses, en fait, j'avais juste 2 petites remarques. Un, c'est qu'il y avait quand même pas mal de claquages et blessés pendant ces 2 premières semaines. Je pense que c'est un peu l'habitude aussi. Et qu'après 6 mois sans rugby, j'avais un peu de mal de reconnaître des joueurs sur les différentes équipes. Et je pense que ça peut être intéressant pour nous de faire un épisode où on parle de quelles sont les meilleures lignes, par exemple, quelle est la meilleure première ligne ou deuxième ligne dans le top 14 pour mieux connaître un peu les joueurs. Ça m'a pris un peu de temps pour m'en remettre au niveau de... Parce que je me suis rendu compte, tiens, sur La Rochelle, quand même, ils ont Aldrit, ils ont Vito, ils ont Gourdon. C'est quand même c'est un des meilleurs back row dans le monde, je dirais. Et, complètement. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de faire ça, un autre épisode, de parler de qui sont les meilleures lignes dans notre top 14. C'est une bonne idée, effectivement. Est-ce que j'ai le droit d'ajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec le rugby ? Oui, tu as le droit. Je vais parler du Tour de France parce que moi, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus. J'aime bien le Tour de France. Je suis depuis longtemps. J'essaye de regarder un peu, de suivre les résultats, etc. Mais on n'est pas foutu d'avoir un Français qui existe au général. Je n'en peux plus. Voilà. Là, le premier Français au général, il est 11e. Il s'appelle Guillaume Martin. Je savais même pas qu'il existait. Donc tous les mecs dont je me disais peut-être qu'ils sont dans les choux. Alaphilippe, il est à 1 heure au général. Et les 2 premiers, c'est des Slovènes. Des Slovènes. Il doit y avoir 4 millions d'habitants en Slovénie. Et les 4 suivants, c'est des Colombiens. Donc on a 2 Slovènes, 4 Colombiens, les Français dans les choux. Et nous, on n'est pas capable d'avoir un mec dans le top 10 ou un mec qui nous fait vibrer. Je n'en peux plus. Voilà. C'est terminé. C'est tout ce que j'ai dit. Mais je n'en peux plus de cette loose. Je n'en peux plus. Ils sont FFL, les mecs. C'est un régal. Ouais, j'allais dire, tu voudrais pas aller podcaster pour la FFL. Ah non, mais là j'en peux plus. Là. Par hasard. Alors, tu vois, moi, pour en avoir discuté avec pas mal de potes qui sont à fond dans le cyclisme, c'est un sport qui est assez difficile à appréhender, je trouve, quand on n'est pas fervent connaisseur, on va dire, des stratégies de course et des équipes, etc. Mais... parce que la première à être un peu comme toi, à pousser un petit coup de gueule contre Pinot notamment, j'ai l'impression que c'est un peu le Richard Gasquet du vélo. Ils ont un peu la même tête d'ailleurs. Mais en fait, tout le monde me dit mais non, mais il a chuté, il a mal, etc. C'est compliqué. Et c'est vrai que bon, c'est un sport compliqué, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Ouais, non, mais c'est voilà, bon. Après il y a Bardet là. Ok, comment ils font les Colombiens pour avoir 4 mecs de 3, 4, 5, 6, c'est des Colombiens.
Et nous, on n'en fout pas un quoi, dans le top 10. C'est quand même... Dans mon expérience en venant ici en France, en fait, peut-être la nourriture est juste trop bon, en fait, parce que franchement, avec le vin, le fromage et tout ça... Ouais, tu sais que la moitié des... Enfin, je pense que quasiment la majorité des coureurs habitent en Europe, voire en France, donc ou Monaco proche, donc je dirais pas que c'est la nourriture. Donc... je te sens vraiment bien chaud, donc peut-être il y a un peu de bonnes nouvelles. C'est que le 15 de France va revenir et très bientôt, on a eu des nouvelles, des très bonnes nouvelles qu'on va voir 5 ici, il me semble, 5 matchs de octobre. 6 matchs. Ah. Exactement, alors pour faire un petit topo sur le calendrier, nous commencerons cette reprise du 15 de France contre le Pays de Galles. Ce sera un match amical au Stade de France le 24 octobre. Et après, c'est le tournoi Destination qui recommence pour se terminer, on va dire, contre l'Irlande, toujours au Stade de France le 31 octobre. Et après, c'est une sorte de nouveau championnat des nations qui s'appelle le Autumn Nations Cup, qui a été lancé cette année et qui verra la France s'opposer aux Fidji, puis à l'Écosse, puis à l'Italie. Entre le 15 et le 28 novembre, il y aura un match de classement entre la France et un pays d'une autre nation, d'une autre poule, le week-end du 5-6 décembre. Donc c'est un beau programme bien alléchant pour cette période automnale, hivernale. Ça va être une super revue d'effectifs. On voit que là, le top 14 reprenant, on a quand même de quoi constituer une sacrée équipe de France, à mon sens, avec... des joueurs d'expérience et des jeunes qui arrivent, donc on ne peut qu'être optimiste et surtout impatient de revoir cette équipe de France en découdre avec des belles affiches. Bon, là, à part les Fidji, c'est plutôt des équipes européennes, mais on a quand même un bout de tournoi destination avec cette mission un peu impossible d'aller le remporter si on arrive à battre les Irlandais par plus de points que ce que les Anglais vont battre les Italiens. Bon, ça reste improbable, on l'avait dit. Bon, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de podcasts pour nous aussi, parce qu'on va essayer d'être là pour vous, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs. Absolument. Et donc, c'est super. On va retrouver le rythme qu'on avait pendant le Coupe du Monde. Ça va être génial. Allez, un peu d'autres nouvelles. Côté femmes aussi, il me semble que tu avais un visiteur pour ton match, un spectateur spatial, Alban, n'est-ce pas? Alors, exactement. Alors, je n'ai pas joué ce match pour la petite information, donc j'étais plutôt sa collègue supportrice. Bon, je vais pas m'étendre dessus puisque ça a été un match un petit peu compliqué pour le Stade français, mais l'élite 1 a repris son championnat la semaine dernière avec plusieurs gros écarts de points sur 3 matchs notamment, dont le match du Stade français qui s'est incliné 68-0 contre une équipe de Rennes qui était honnêtement très très forte. Pour la petite histoire, le côté Stade français, on fait pas un match exceptionnel, c'est un match de reprise, etc. Mais le Stade Rennais avait la chance d'avoir ces joueuses de rugby à 7 qui sont en équipe de France disponibles pour ce match-là, donc elles se sont évidemment ont profité pour les aligner sur la ligne arrière, et je vous avoue que ça a fait quelques dégâts chez nous. Mais en tout cas, c'était une très belle équipe qui a été alignée. Il y a Montpellier aussi qui a pu retrouver notamment la présence d'Amédée Montserrat, qui est une grande joueuse de Montpellier, de l'équipe de France, qui a battu Lille 81-0. On a le Stade Toulousain qui a aussi battu le Rouen avec un gros score, Blagnac qui bat le Chili 55-0. Enfin voilà, il y a quelques gros scores qui se sont un petit peu... Là, c'est des scores de basket, là. Ouais, exactement. Là, c'est compliqué. Bon, il y a toujours eu cet écart un petit écart de niveau entre les meilleures équipes de certaines poules, mais là, le format ayant changé, à mon avis, ça peut vite... ça va scinder très, très notamment l'élite en 2 niveaux, et voilà, c'est un petit peu aussi l'objectif de cette deuxième phase là, de play-off et play-down dont on parlait précédemment. Mais bon, en tout cas, la deuxième journée de championnat, vu les scores se réduire un petit peu, donc on va essayer on croise les doigts pour qu'il y ait un petit peu plus d'enjeux, en tout cas, entre les équipes sur les prochains matchs. Eh ben, on y croit pour les Pink Rockets. Et on y croit, mais bien sûr qu'on y croit. On y croit quand même. On devait jouer ce week-end et le match a été reporté pour cause de Covid notamment. Donc on attend aussi un petit peu à mon avis, il va y avoir beaucoup de chamboulements dans le calendrier, dans les rencontres. Ah oui. Et la dernière fois, tu as parlé de Chili Marazin. Et en fait, je me suis dit, c'est pas mal comme nom, en fait. C'est un nom d'acteur. Tu t'appelles comment? Chili Marazin. Ouais, les super acteurs. Tu vois, alors, c'est petite correction, excuse-moi. C'est Chili Mazarin. Mais c'est presque ça. Quand même, ça marche. Hein. Oui, ça marche aussi.
Allez, on va finir cet épisode. Donc là, finalement, on est vraiment super content d'avoir du rugby. Il y a plein de choses qui se passent et ça me fait vraiment plaisir. La semaine prochaine, on a quand même de Coupe d'Europe aussi. C'est le quart de finale de Coupe d'Europe. On a quelques matchs, mais en fait, il y a tellement de rugby, je ne sais plus en fait sur les matchs qu'on va voir. Je ne connais pas très bien les équipes. Genre Leinster Saracens, est-ce qu'ils sont toujours bons les Saracens? Je pense qu'ils avaient perdu plein de joueurs et tout. Ils en ont gardé pas mal et ils ont été sanctionnés, donc ils doivent être en deuxième division, mais ils ont leur ossature d'équipe. Donc ça reste très costaud pour moi en Coupe d'Europe. Hein. Ensuite, on a Clermont Racing. Oui, bah là on a un petit peu tout dit. On a une équipe du Racing en pleine confiance, une équipe de Clermont en plein doute. Donc voilà, ça on a planté le décor. Après c'est 80 minutes et c'est loin d'être gagné d'avance pour le Racing. C'est pas parce qu'ils sont en forme et bien dans leur pompe qu'ils vont marcher sur l'eau forcément. On va bien voir. Ce qui est certain, c'est que Clermont va arriver très revanchard et on sait ce que ça vaut au rugby quand les mecs rentrent revanchards sur un terrain. Ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Le dimanche, il y a Toulouse-Ulster. Oui, alors là, ça c'est une affiche, c'est un grand classique, c'est un classico de la Coupe d'Europe et avec un stade toulousain dont on a dit beaucoup de bien et qui a une équipe avec des jeunes joueurs qui sont fantastiques. Enfin, la charnière qu'on a, Dupont, Ntamak, Colby derrière, etc. Allez, moi je mets vraiment un billet sur le stade toulousain pour qu'il passe là. J'y crois. Et après, il y a Exeter, Northampton. Moi, je vais juste dire que Northampton, j'avais rencontré un peu leurs fans quand j'habitais à Colombes, parce qu'il y avait un match de Coupe d'Europe, et j'ai trouvé leurs fans étaient vraiment chouettes. Ils étaient vraiment sympas. Ils sont descendus du train. Ils disaient, oh, bah tiens, il est où le stade? Donc j'ai ramené au truc et tout. Ils m'ont payé une bière et on a passé un bon moment. On a gardé les textes. C'est pour ça que tu les as trouvés sympas. Ils t'ont payé des mousses. Quoi. Ouais, je trouvais ça vraiment sympa. Donc moi, j'espère que c'est Northampton alors les Saints qui gagnent. Donc merci à tout le monde. Merci à nos chers écouteurs. Oui, on espère d'ailleurs que vous continuez de nous écouter, de nous liker, de nous mettre des petits commentaires et des petits pouces en l'air sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et bien sûr sur les applis de podcast pour dire qu'on est tout simplement le podcast le plus cool et le plus souriant du sport et du rugby. C'est tout, voilà. Et peut-être le plus barbu aussi. Je sais pas, Théo, tu as Et peut-être le plus barbu, mais, sauf Alban quand même. Vous seriez étonné, non, je plaisante. Allez, merci les gars, à plus, bye bye. À très vite. Salut, ciao, ciao. Salut à tous, ciao.